Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors faisant suite à la toute dernière vidéo de présentation des tuiles hexagonales pour du Wargame, donc tuiles universelles. Donc je vous inviterai, si vous ne l'avez pas vu, en fin de cette vidéo, dans les 20 dernières secondes, je vous mettrai les playlists adéquates. À savoir qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble les règles que j'ai mises au point, tiré bien sûr du jeu La Guerre de l'Anneau. Donc forcément, si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, ben, potentiellement on pourra adapter à différents univers, à différents jeux. Mais là plus particulièrement, j'avais envie de développer mes règles, mes adaptations de règles à la Guerre de l'Anneau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne afin d'augmenter la dimension, l'immersion dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai préparé une table qu'on va regarder ensemble, à savoir qu'on va reprendre la quasi-totalité des règles de la Guerre de l'Anneau, mais modifiées sur certains points. Donc ça va être des règles qui peuvent se jouer en solo, donc on verra tout ça. Et je réfléchis forcément à une adaptation en coop et éventuellement aussi en confrontation. Donc là, ça peut être aussi sympa d'évoluer sur un univers 3D à base de tuiles hexagonales. Du coup, ce que je vais faire, je vais chapitrer cette vidéo de façon à ce que vous puissiez y revenir si toutefois vous avez des idées, parce que ces règles-là sont au stade larvaire, c'est la première mouture. Donc j'ai déjà modifié 2-3 trucs, mais je pourrais y revenir. L'essentiel étant toujours de s'amuser sans se prendre la tête. Voilà, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie et je considère que voilà, une petite participation de la communauté serait sympa. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc du coup, là, ce que je vais vous faire, je vais vous présenter le matériel qui est presque la totalité du matériel de la boîte de base. À savoir qu'il y aura à récupérer sur Thingiverse tout ce qui est bannière, etc., du Mordor, des elfes, enfin de Sauron, de Hortank, etc. Mais ça, on le trouve facilement. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas les figurines, il existe aussi sur Thingiverse un jeu qui s'appelle Pocket Tactics et on pourra peut-être à la fin de la vidéo, je vous montrerai les fichiers que j'ai imprimés, notamment au niveau des nains, parce que l'armée naine est très restreinte, donc pour augmenter les unités. Et puis voilà, on va évoluer ensemble. Alors, je vais prendre le temps, hein, je ne vais pas parler à 36 000 à l'heure. On va prendre le temps d'expliquer tout ça de façon à rentrer en immersion dans le jeu. Donc, je vous propose qu'on se retrouve sur la table. Alors, on va commencer par le matériel. Donc, du coup, si vous avez vu la première vidéo, c'est-à-dire la toute dernière, vous regarderez sur la chaîne. Donc, je vous ai présenté ce projet d'adaptation de tuiles hexagonales. Alors, pour tout jeu, hein, voilà, il suffit d'adapter après, mais on va voir tout ça. Vous inquiétez pas. Du coup, là, je m'aperçois quand même ici que cette zone, qui est une zone de neige, et, ben, flash à l'écran, c'est pas grave. Alors, bien sûr, vous aurez besoin des tuiles. Alors moi, j'en ai imprimé un peu plus de 140, il n'y a pas tout là. Donc du coup, vous voyez, c'est quand même un gros chantier. Vous aurez besoin des figurines de base au niveau du jeu. Alors, je vous mets à l'écran mon calcul de figurines qui sont dans le livret des règles. Comme vous pouvez le voir, la totalité de toutes les races, qu'elles soient des peuples libres ou des armées de Sauron, ben, à une figurine près, on a 95-94 figurines. Mais ça, vous pourrez les remplacer dans éventuellement un futur projet de jeu, que ce soit de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit de la science-fiction. L'essentiel sur la table, c'est que vous puissiez reconnaître les différents personnages, les capitaines, les unités d'élite et les unités régulières. Donc ça pose pas de problème. Donc là, j'ai ma petite réserve. Donc forcément, au niveau des règles, j'adapterai au fur et à mesure
si les unités reviennent en jeu, sont recrutées, ou alors il y a une limite. Mais ça, c'est pas encore bien réfléchi, hein, c'est au stade larvaire. Donc, au niveau du matos, donc figurines ok, les tuiles ok, avec, je présenterai les territoires tout à l'heure. Vous aurez besoin de bannières qui sont là. Alors ici nous avons les bannières, alors on va peut-être pas le voir parce que j'ai pas tourné dans le bon sens, les bannières de l'armée de Sauron, car nous avons l'armée de Sauron contre l'armée des elfes et des nains. Et là nous avons la bannière des elfes en vert. Et ici, on le voit peut-être, oui, tout en haut, on a la bannière des nains. Donc à savoir que j'ai imprimé, on va dire en gros 8 bannières pour chaque race. Bon, j'ai pas tout mis, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on aura besoin comme matos? Bien sûr, les dés de base du jeu, plus des D6, mais ça j'expliquerai tout à l'heure. Donc 4 dés pour les armées de Sauron, 4 dés pour les peuples libres et 2 dés de réserve, dont j'expliquerai les règles tout à l'heure. Je me suis imprimé ça, pourquoi? Parce que ça va me permettre au niveau de la dépense des dés d'ordre de pouvoir ensuite les stocker ici. Voilà, comme ça je sais que j'ai utilisé cet ordre-là. Et pareil pour les armées de Sauron. Ici, nous avons un dé de tour de jeu, parce que forcément, n'ayant pas encore testé le système, je considère qu'on va avoir des tours de jeu qu'on va pouvoir calculer, mais ça, c'est vrai que ça sera en fonction de si on fait de la capture de territoire, voilà, avec le nombre de bannières, mais ça, j'expliquerai tout à l'heure aussi. Et là, ce sont les points de victoire, car nous aurons des points de victoire, et forcément, qui dit point de victoire, dit celui qui en a le plus à la fin de la partie, gagne la partie. Donc du coup, je regarde que j'ai bien fait tout le tour. Il me reste 3 choses à vous présenter. Un deck de cartes solo que j'ai créé, me basant sur les règles officielles qui vont permettre d'activer les armées de Sauron qui sont en face de moi. Donc ça, dès que j'aurai fait les tests, je vous mettrai tout à disposition, et pourquoi pas faire une révision des règles et l'appeler la V1, hein, parce que c'est pas testé. J'ai quelques petits pions d'activation dont je suis en train forcément d'élaborer certaines règles. Je vous expliquerai tout à l'heure les règles de déplacement. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, j'ai une piste AD ici, hein, mais ça c'est pour vous que vous voyez. J'ai repris un peu le thème de la boîte de base. J'ai imprimé des anneaux. Donc là, c'est pas forcément à la même échelle, mais c'est pas grave, j'en réimprimerai. Ces anneaux vont servir de point de relance, de point de commandement pour effectuer des relances de dés que pour les peuples libres, parce que pour Sauron, ça va être un petit peu différent vu que c'est basé sur l'IA. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la présentation du matériel. Au niveau des figurines, donc il faudra bien sûr que ça soit équitable en matière de nombre de figurines, parce que les armées de Sauron, Saruman et les Aradrim, ils ont un certain nombre d'armées, pardon, un certain nombre de figurines, et on a 5 peuples libres, les elfes, les nains, on a le Rohan, le Gondor, ainsi que les hommes du Nord. Donc vous voyez, on peut éventuellement utiliser toutes les races. Dans ce cas-là, il faudra étendre le plateau de jeu. Donc, vous aurez constitué dans une armée, comme par exemple ici, vous aurez une armée régulière qui est plutôt pédestre, une armée, des unités d'élite. Donc, unité régulière, unité d'élite qui sont plus ou moins des chevaux. On va les retrouver quasiment dans toutes les races des peuples libres, hormis les nains. Parce que les nains, il faut reconnaître les figurines des capitaines, des unités d'élite et des unités régulières. Là, par exemple, on a un capitaine ici,
tout simplement qui portent un drapeau. Et au niveau des nains ici, pareil, je ne sais pas si on le voit bien, ils portent un drapeau. À savoir que pour les nains, les unités régulières portent un marteau à droite et les unités d'élite portent une grande hache à gauche. Donc c'est important parce que ces unités d'élite régulières vont nous octroyer certains dés de combat comme dans les règles du jeu de base et justement ça va permettre d'avoir un bon socle pour faire cette variante sur tuiles en 3D. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'autre chapitre, la présentation des territoires. Allez, dans ce chapitre, je vais vous décortiquer toute la mise en place au niveau de la table de jeu que vous concevrez comme vous voulez. Hein. Là, j'ai mis la neige ici, mais on peut la mettre ailleurs. Voilà. À savoir que j'ai considéré que chaque race a un territoire d'une couleur définie, hormis si le scénario le stipule autrement. Peu importe, j'en suis pas là au niveau des scénarios, mais là, j'ai fait une conception de table dans laquelle, comme vous êtes des vétérans de la chaîne, vous avez pu le remarquer, il y a différentes couleurs. La couleur principale des territoires neutres est le vert foncé, qui est composé de différents décors, comme des rivières, comme des forteresses en ruine, des cités, une autre cité. Et la particularité, c'est que on aura toujours des espaces entre deux territoires ennemis. En l'occurrence ici, j'ai considéré que la neige qui à l'écran flash comme de folie, quoi, c'est un territoire neutre. Qui est composé d'une forteresse et des montagnes, mais ça on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Au niveau des territoires neutres, nous avons deux cités et une forteresse en ruine dont j'expliquerai les règles là-dessus. Et vous verrez, donc là, au niveau des territoires neutres, il y a des forêts, il y a des rivières. Bon, ça c'est juste pour le fun, hein. J'ai mis ça, ça compte pas dans l'exemple. Mais vous voyez, il y a des territoires. Ensuite, j'ai défini que pour les armées de Sauron, que ça soit Saruman ou Sauron lui-même, les territoires des tuiles seront en sombre. À savoir qu'un territoire de Sauron, Saruman ou des Aradrim qui ne sont pas présents sur la table parce que c'est plutôt un territoire désertique, contiendront entre 9 et 12 tuiles de façon à concevoir au niveau de la mise en place de départ. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Les nains auront plutôt une couleur grise, couleur pierre, j'ai voulu thématiser. Hein, qui sont composés d'une forteresse principale, d'une cité et d'un sanctuaire sacré, mais ça on va le voir tout à l'heure. Pareil pour les elfes ici, donc couleur cette fois-ci prairie, vert clair, voilà, plutôt tendre vers la lumière. Donc du coup, voilà, comme ça, ça permet de savoir où on navigue sur la table. En matière de race, je sais tout de suite, à vue d'œil, que ça c'est le territoire nain. Plus sombre, c'est le territoire de Sauron, Saruman. Et le côté désert, ça sera les Aradrim, avec les Mumakil. Mais ça, je ne l'ai pas mis dans cet exemple. Alors, au niveau de la mise en place de départ, vous allez définir quels sont les territoires, même si ce n'est pas très respectueux, on va dire, de la carte du Seigneur des Anneaux, mais on s'en fout, c'est pour s'amuser. À savoir que vous allez placer des territoires quand même relativement éloignés les uns des autres, composés d'une dizaine, douzaine de tuiles, à savoir que la composition sera la suivante. Quand vous allez placer vos tuiles, vous allez mettre vos forteresses, on va dire, principales à l'extrémité d'un territoire, c'est-à-dire le plus loin possible. Vous voyez Sauron ici et la forteresse principale des nains ici. Ensuite, en bordure de votre territoire, vous allez mettre ce que j'appellerai la cité. Ici, nous avons la cité nain. Ici, nous avons la cité elfe qui touche une tuile neutre. Vous remarquerez, ça touche toujours des tuiles neutres au niveau des cités. Ainsi qu'un sanctuaire sacré qui va rapporter des points de victoire et qui sera aussi à peu près sur le même alignement par rapport à l'ennemi. Là, nous avons la tour de Sauron, une forteresse, je la considère comme une forteresse, la tour de Sauron, une cité et un sanctuaire sacré, ou peu importe comment on l'appelle pour Sauron.
c'est pas le souci. Ça, on reviendra sur les règles des forteresses tout à l'heure. À savoir que lors de la conception du jeu, on va partir sur des territoires neutres et on va y adjoindre entre 4 et 5 objectifs. En l'occurrence ici, j'ai mis une forteresse en ruine, une cité, 2 cités et une autre forteresse. C'est équilibré. Chacune rapportera un certain nombre de points de victoire si elles sont conquises. J'expliquerai ça tout à l'heure. Et du coup, ensuite, une fois que tout est mis en place, que vous avez élaboré votre table et que vous êtes très content de votre travail, on va pouvoir positionner les armées de départ qui sont différentes par rapport à Sauron et des peuples libres. À savoir que sur les peuples libres, pour la forteresse, on mettra 3 régulières, une élite. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous avez dû remarquer que j'ai des tuiles sur le côté là. Forcément, comme dans le jeu, quand vous avez une cité, mettre toutes les figurines là-dessus, ça va être dur à faire tenir, même sur les forteresses. Donc du coup, j'ai pris une tuile que j'ai mise sur le même alignement et je vais y stocker ici par exemple, symbolisant ces unités qui sont dans la forteresse principale. Donc ça, pour ceux qui connaissent le jeu, ça permet, là je peux pas placer toutes ces unités, forcément il faut que je les décale sur le côté. Alors les peuples libres seront composés en ce qui concerne de leur forteresse principale de 3 unités régulières que l'on trouve ici. Ensuite, on aura une unité d'élite et un capitaine qui va servir, on verra plus tard à quoi. Donc ça, toutes les... alors là, on ne le voit pas bien ici, mais vous voyez, la tuile que j'ai en haut représente la forteresse principale des nains qui contient forcément 3 unités régulières, une unité d'élite et un capitaine. Et pour les cités, alors là, j'ai pu les faire rentrer, c'est bien. J'ai 3 régulières, une élite. Alors là, j'ai dû me gourer quelque part. Ah non, c'est les armes... pardon. Les armées de Sauron. J'ai une unité régulière, une élite et un capitaine. Donc voilà, le capitaine elfe a toujours un drapeau et un cheval. Et ici, nous avons une régulière, une élite, il m'en manque une, elle est là, et un capitaine. Voilà, j'arrive à peine à les faire rentrer. C'est pour ça que vous voyez, j'ai décalé ici. À la rigueur, quand la cité est occupée, hop, on les met là et on sait que c'est sur la même ligne. Et comme ça, on se débrouille de cette façon. Alors, au niveau de la mise en place des armées, pour les peuples libres, c'est OK. Pour Sauron, ça sera un petit peu différent parce que la forteresse principale qui est au fond, à droite de votre écran, contiendra 5 régulières et un Nazgûl. Et pour la cité, 3 régulières et un élite. Et la cité est ici. D'accord? On reporte ici. Parce que vous voyez, là-bas, là, il n'y a pas de place. Donc c'est reporté ici. Et une fois que la mise en place est faite, il n'y a plus qu'à regarder les règles spécifiques qui sont appliquées à cette carte, et c'est le chapitre suivant. Allez, une fois qu'on a fait toute la mise en place, le matériel, les figurines, la table de jeu, là on va rentrer directement dans les règles. Alors je ne vous ai pas encore expliqué l'objectif et le but du jeu, mais comme vous êtes très intelligent, vous l'aurez deviné, et en même temps, après on va voir l'impact des décors sur le plateau. Et dans les prochains chapitres, on va voir les déplacements, les dés d'ordre, les attaques, etc., etc. Bon. Une fois que tout est en place, quel va être le but du jeu? Vous l'aurez compris, c'est soit on va conquérir le maximum de territoire, ou comme objectif d'aller décimer l'armée adverse en capturant sa forteresse principale. Ça peut être une option. Effectivement, si on a 2 races ennemies, il faudra conquérir les 2, hein, tout simplement, parce que quand on conquiert une cité, on va pouvoir y recruter
des unités dans cette cité. Forcément, ça fait partie, on va dire, des règles. À savoir que chaque cité ou forteresse ou ce que j'ai appelé des sanctuaires, on peut appeler autre chose, hein, c'est pas important, ou objectif stratégique, ben vont chacun rapporter un certain nombre de points de victoire. La forteresse principale va rapporter 3 points de victoire. La forteresse, la cité, par exemple ici, va rapporter 2 points de victoire. Occuper une zone stratégique, un sanctuaire va rapporter 1 point de victoire. Et on va s'arrêter là, sous condition, effectivement, mais ça on le verra tout à l'heure. Maintenant, au niveau des impacts des décors sur la table de jeu, les forêts n'ont aucun impact de déplacement. Peut-être plus tard, j'élaborerai une règle là-dessus, mais pour l'instant, j'ai voulu aller au plus simple. Tout ce qui est ce que j'appellerais des plaines, même si c'est de la pierre, terrain plat, n'ont aucun impact sur le déplacement. Là où il y a de l'impact au niveau du déplacement, ça va être au niveau des rivières. Donc, elles seront infranchissables d'une tuile à l'autre parce qu'il n'y a pas de pont. Je considère que les rivières sont profondes. Par contre, si on passe par un pont, pouf, on peut se déplacer sur la tuile adjacente, hormis celle-là. Hein, parce qu'on considère que la rivière prend toute la tuile. Donc pour aller ici, bah, il ne faudra pas faire ça et ça, mais plutôt ça et ça. Voilà, on contourne l'obstacle. Tout comme les montagnes, on ne peut pas les traverser, il faut les contourner. Toute tuile contenant une rivière ne peut être contournée. Par exemple ici, si on veut se rendre dans cette forteresse, eh ben, on passera par la forêt, pardon. On traverse le pont et on va à la forteresse. Tout simplement. Donc, montagnes infranchissables, il faut les contourner. Pareil pour les rivières sans pont, il faut les contourner. Pareil pour tout ce qui est cité, on va dire ici, on ne peut pas rentrer dedans. Hein, ça, on verra tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la même case qu'une unité qui est présente. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'elles seront infranchissables. Il faudra, par exemple, les contourner pour éventuellement se déplacer. Ou forcément, si vous l'avez conquise, ben dans ce cas-là, une fois que vous êtes dedans, ben vous pouvez vous déplacer un petit peu n'importe où. Ce qui est normal, mais une cité ou une forteresse ennemie ne pourra pas être traversée. Maintenant, j'y adjoins quelques règles spécifiques au niveau des forteresses et cités neutres, ainsi qu'une forteresse en ruine. À savoir que je n'ai pas mis de figurines, on va dire neutres volontairement, sur une forteresse, car je considère qu'ils sont à l'intérieur, ils sont en garnison, et elle aura 5 dés pour se défendre et attaquer. Pour les cités neutres, elles pourront se défendre ou attaquer avec 4 dés. Et la particularité, petite idée de ma part, c'est une forteresse en ruine. Une armée qui pénètre sur la tuile, bien sûr, je déporterai les unités ici, devra l'occuper pendant 3 tours pour reconstruire totalement cette forteresse. Auquel cas, hop, j'enlève cette tuile et je la remplace par une vraie forteresse pour symboliser qu'elle a été restaurée. Voilà, c'est un petit peu une règle qui m'est venue comme ça en cours de route. Et c'est pour ça que l'unité, du moins l'armée qui l'occupe, tous les tours, elle va ne pas se déplacer, rester dedans et hop, touc, automatiquement, elle répare. Alors après, j'ai pas envisagé les règles qu'elle soit attaquée en cas de réparation. Donc les réparations, si elle est attaquée, ça va recauser des dégâts et on repartira sur du 3. Enfin bref, voilà, ça, j'en suis pas là. Il faut que le cas de figure se fasse avant que je puisse élaborer des règles un peu plus succinctes. Un peu plus précises, pardon. Donc du coup, là, je crois que j'ai fait le tour. Alors désolé, on prend le temps. Je tchatche beaucoup, mais le but est de vous donner envie, pourquoi pas, de jouer à ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au tour de jeu, et notamment les dés d'ordre qui sont là. Allez, c'est parti.
Allez, maintenant on va passer à un tour de jeu. Bah, comment ça joue tout simplement. J'ai peut-être oublié de préciser, mais au départ, chaque armée a 4 dés. Chacun d'action. D'accord? Voilà, on part avec une base de ça. On pourra faire varier la difficulté, pourquoi pas. Mais ça, je veux dire, je pars sur un ensemble de règles homogènes avant d'y mettre des variations, parce qu'autrement, je vais me perdre en route moi aussi. Et on a 2 dés de réserve de chaque race. Pourquoi? Parce que chaque cité ou forteresse, qu'elle soit neutre ou ennemie, quand on les gagne, eh ben, on rajoute un dé d'action et on aura max 2 dés d'action. Voilà. Donc ce qui fera un total de 6. Donc vous voyez que ça octroie des bonus parce que plus l'armée grandit et forcément plus elle va avoir d'actions, enfin de possibilités. Ok. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais vous expliquer les dés d'action, mais pour cela je ne vais pas passer des plombes là-dessus parce que ça va être un petit peu compliqué de vous détailler tout ce que font les dés. Hein, voilà. Mais à savoir qu'en début de tour, c'est toujours les peuples libres qui commencent, ils jettent leurs dés. Hein, c'est-à-dire moi le joueur, voilà, je vais regarder ce que j'ai. Et en fonction des résultats, je vais composer. Je vais faire mes actions qui correspondent au tableau que je vous mettrai tout à l'heure. Je vous afficherai tout à l'heure. Et là, par contre, pour Sauron, eh ben, on jettera un dé par un. C'est-à-dire, on jette le dé et on regarde le symbole et on regarde le tableau qui est ici. Voilà, je me suis fait un... Oula, attends, je ne cadre pas. Voilà, un tableau qui est ici. Hop, recto verso, qui est une version, on va dire, larvaire. Hein. Donc j'ai essayé de calculer l'IA, ce que peut faire. Donc c'est pas évident parce qu'il faut absolument chercher à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Donc voilà, ça sera au cours du test que je vais affiner et peaufiner. Donc du coup, voilà, donc les peuples libres commencent, font leurs actions. Les Saurons, on jette un dé par un. Voilà, tac. Et une fois que c'est fait, ben, on va regarder sur la table de jeu qu'est-ce qui a été capturé et on va définir les points de victoire que je mettrai ici pour m'en rappeler. Donc, peuple libre, le blanc, forcément, lumière, l'ombre et le nombre de tours. Donc, du coup, voilà un petit peu pour ce qui se passe au niveau des actions. À savoir que j'ai voulu limiter au niveau du tableau de Sauron le nombre de cartes, parce qu'autrement ça va faire du matos dans tous les coins, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai mis au point uniquement pour le symbole mobilisation, on tire une carte et on exécute ce qu'il y a dessus. Mais ça on va le voir tout à l'heure. Donc pour les peuples libres, je vous mets à l'écran la photo du tableau des peuples libres, donc du dé d'ordre qu'on va pouvoir faire, mais pour cela, je vous invite à mettre en pause cette vidéo de façon à ce que vous puissiez lire ce qu'il s'y passe. Voilà, j'espère que vous avez mis en pause, ça vous permet de regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, à savoir que le joueur des peuples libres pourra sélectionner les actions qu'il veut, il n'y a pas d'obligation, mais il faudra choisir une des options du résultat du dé. Voilà. Peu importe, quel que soit le résultat. Alors, petite précision, il est clair que si vous me dites, bah, écoute Eric, j'ai pas le jeu du Seigneur des Anneaux, comment je peux adapter les dés? Dans ce cas-là, c'est simple, il y a 6 faces, de 1 à 6, et vous remplacez les symboles par les chiffres, tout simplement. Hein, on ne va pas s'embêter, parce que je ne pense pas qu'il existe des dés... j'ai pas vu hein, des dés de remplacement où vous les achetez, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là c'était le petit aparté. Et pour Sauron, alors je vous mets aussi le tableau d'ordre en photo. Alors, si vous le désirez, vous pouvez mettre à pause maintenant. Voilà, comme ça vous avez une vision de ce qui peut se faire. Alors, à savoir qu'au niveau du dé d'ordre de Sauron, vous l'aurez deviné, que ce soit le peuple libre ou Sauron, vous devrez exécuter une seule option du tableau. À savoir que pour Sauron, c'est un petit peu différent parce que vous exécuterez une seule option dans l'ordre chronologique qui est en gras
sur la photo. Donc, vous prenez, par exemple, si on prend le résultat personnage du dé d'ordre des armées de Sauron, eh bien, vous remarquerez qu'en gras, il y a placé un personnage vers l'armée alliée qui est cantonnée dans une forteresse, voilà. Tac. Si ça ne s'applique pas, vous descendez la ligne. Si ça ne s'applique pas, vous descendez la ligne. Bon, il y a quelques petites notes importantes. Et pareil, pardon, pour le résultat armé, eh ben, c'est toujours pareil. Vous prenez le premier ordre chronologique qui est en gras et vous l'exécutez. Si pas possible, vous passez au suivant. La particularité de la mobilisation, c'est que là, il faudra tirer une carte. Voilà. Alors, j'ai pas encore réfléchi sur les points de blocage du jeu parce que j'ai pas testé. Donc forcément, il risque d'y avoir plein de points de blocage, des actions qui ne pourront peut-être pas se faire. Donc tout ça, j'ai réfléchi. Est-ce qu'il faut une relance 2D? Est-ce qu'il faut passer à l'ordre suivant en fonction de, on va dire, des symboles? Là, j'ai pas réfléchi encore à tout ça. Mais le squelette, la constitution du jeu a été faite. Alors, à savoir qu'il y aura peut-être un petit peu de l'aléatoire avec un D6, parce qu'à un moment donné, ça ne correspondait pas tout à fait au jeu de base, parce qu'il y a des cartes événements, il y a des cartes personnages qui font des actions, donc là c'était un petit peu compliqué à rentrer en compte tout ça. Mais voilà, en gros, comment ça va se passer, et en fonction des résultats, vous aurez, on va dire, différentes options à exécuter. Alors à savoir que je vais vous prendre une carte pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les cartes mobilisation. Quand on tombe sur le symbole mobilisation, on va tirer une carte et on va suivre les indications qu'il y a sur la carte. Par exemple ici, c'est du recrutement et on me dit recruter une unité d'élite dans cet ordre de priorité. Soit le premier ordre, c'est dans la forteresse principale. Si toutefois la forteresse principale a été, on va dire, capturée, ben, dans ce cas-là, on va la mettre dans la possession conquise la plus proche de l'ennemi. Voilà, c'est logique. Et si toutefois, ben, il n'y a aucune possibilité d'exécuter cet ordre, on va prendre le troisième et on va la mettre, cette unité d'élite, dans la cité principale. Tout simplement. Et là, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous explique, c'est que si je joue avec deux races de Sauron, que ce soit les orques et les Uruk-hai, ben, dans ce cas-là, vous voyez, donc je tire qu'une carte. Mais, comme je le disais dans le tableau d'ordre, ben, on ne fait qu'une action. Donc, vous voyez, et là, j'ai toute une combinaison au niveau du deck de cartes. J'ai dû sortir les ordres au niveau des cartes des capitaines, parce que effectivement dans les armées de Sauron, hormis les Nazgûl et les on va dire les personnages, ben voilà, il faut que je calcule, parce qu'un Nazgûl est indépendant, n'est pas un capitaine, mais il fait office d'eux, ça devenait compliqué, donc j'ai viré les cartes, tout ce qui est recrutement de capitaine. Voilà. Donc du coup, je tombe à peut-être une trentaine, 25-30 cartes de mobilisation. Donc voilà en gros comment va se passer un tour de jeu, donc les peuples libres, Sauron. Après on fait le calcul, on récupère nos dés, on regarde les points de victoire, et soit on atteint un certain nombre de points de victoire, on a gagné, soit on pose un certain nombre de bannières, qui peut être aussi un objectif, poser 3 bannières sur les territoires, 3 ou 4. Prenons plutôt des fois un nombre impair comme 5. Voilà, donc du coup, ça va se définir. Mais comme je vous dis, quand je ferai le test filmé avec vous, ben, on verra ce qui ne va pas et je relèverai les potentielles erreurs. Voilà, là, je pense que j'ai fait le tour du tour. Eh ben, dans ce cas-là, là, on va aller voir comment exécuter un tour de jeu par rapport, on va simuler 2 tours de jeu. Et ensuite, on regardera les attaques, quelles sont les interactions au niveau des personnages, des capitaines, etc. Mais ça, on va le voir plus tard. Allez,
c'est parti. Allez, dans ce chapitre, nous allons simuler le premier tour de jeu, tout simplement, pour vous montrer le fonctionnement. À savoir que c'est toujours les armées du peuple libre qui commencent. Elles ont toujours, entre parenthèses, l'initiative. Et ensuite, c'est aux armées de Sauron. Et la troisième phase du tour, ben, on va regarder qui a des points de victoire. Voilà. Avec des spécificités, bien sûr, mais on le verra plus tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que joueur humain? Je jette mes dés et je regarde quels sont les résultats. Alors là, les résultats sont les suivants. Donc, je fais... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, je vais vous mettre plutôt les icônes à l'écran, ça va être mieux. Je fais 3 symboles personnages et un symbole volonté de l'Ouest. Alors, à savoir qu'au niveau des personnages, je sais que j'ai modifié à un moment donné la table de jeu. Donc, celle que j'ai devant est plus trop, on va dire, c'est la volonté de l'Ouest, elle est à l'Ouest. Alors, à savoir que j'ai oublié de préciser que, comme c'est un symbole personnage, on va pouvoir faire entrer un personnage en jeu. C'est une des options que j'ai oublié de rajouter. Alors, on pourra attaquer ou déplacer une armée vers la région adjacente, rentrer un personnage et déplacer ou pas les compagnons. Ce qui veut dire que là, pour mon premier dé d'action, qui est un des personnages, je fais rentrer, ah ben vous l'avez peut-être pas vu dans le coin là, on va faire rentrer Legolas, voilà, qui est un des personnages. Pour ma deuxième action, je vais faire rentrer Gimli, et on va le mettre avec la petite armée qui est là. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 actions. Et pour la troisième action, j'ai encore une épée. J'ai encore une épée et j'ai une volonté de l'Ouest. Volonté de l'Ouest est un joker. Il va permettre de convertir ce dé en un résultat de mon choix. Et pour ce faire, je vais, admettons, dire que je vais faire une action de recrutement. Et vous remarquerez, si je vous mets à l'écran, hein, que dans mobilisation, on a une action qui s'appelle action politique. C'est-à-dire que les cités neutres, il ne faudra pas les attaquer, mais on va tenter de négocier leur ralliement. Et leur ralliement sera automatique si elles sont attaquées. Voilà, tout simplement, c'est une petite précision. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah ben, je vais faire une action de recruter. C'est-à-dire que je vais transformer ma volonté de l'Ouest en mobilisation. Donc du coup, bah, hop, mon symbole, mon casque, il est où mon casque? Je ne trouve pas mon casque, il est là. Voilà, je le positionne ici, alors j'espère que vous voyez. Voilà. Et là, j'ai 4 actions, donc je peux recruter une unité d'élite dans une cité, ou 2 capitaines dans 2 possessions amies, forteresse ou conquise. À savoir que j'ai oublié de préciser, mais on ne pourra pas avoir 2 capitaines dans la même armée. Il faut que j'y note, c'est important. Donc je vais avoir 4 choix, enfin 5. Et je vais dire que là j'ai un capitaine. Admettons, je vais recruter une unité d'élite dans une cité de la nation choisie. Alors j'aurais dû rajouter forteresse aussi. Et l'unité d'élite, je vais choisir une unité d'élite elfe que je vais venir mettre dans la cité des elfes. Voilà. Et là, pour ma dernière action, pour ma 4e, j'ai un personnage et je vais pouvoir l'utiliser en me déplaçant vers la région adjacente avec une armée. C'est-à-dire qu'admettons, selon mes objectifs, je vais essayer d'aller convertir ces neutres, je me déplace. Voilà. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai pas imprimé des tuiles en 3D au niveau des forêts. Parce qu'autrement, déjà là, vous voyez, pour faire tenir, c'est pas évident. Avec Legolas, tiens, ici. Autrement, ça me fait trop de tuiles déportées après. Parce que j'ai vu, il y a des jolies forêts en 3D pour donner un peu du volume. Mais c'est un petit peu trop. Voilà, donc, j'ai fait mes actions du peuple libre. Maintenant, c'est au tour de Sauron. Voilà, j'ai 4 dés.
et je vais les jeter un par un selon mon tableau. Donc du coup, là, qu'est-ce que je fais? Je fais une mobilisation armée. Alors, c'est bien parce que quand je regarde ma carte mobilisation, enfin du moins mon fichier mobilisation armée, eh ben là, comme c'était pas adaptable au niveau du jeu, je vais prendre un D6 et je vais voir ce qu'il va faire. Donc 4, je fais un résultat de 4. Et 4, ça me dit piocher une carte mobilisation. Tout simplement. Jouer une carte action armée, oui, ok. Ou piocher une carte mobilisation. Dans ce cas-là, je pioche ma carte mobilisation. Je vais en prendre une autre parce qu'on avait vu la première. Donc je tire ma carte, je vous la mets à l'écran. Il s'agit dans cette carte de recruter un Nazgûl dans une forteresse alliée dans cet ordre de priorité. Donc les Nazgûl ne sont recrutés que dans les forteresses, d'accord. Une forteresse conquise la plus proche ou la forteresse principale. Alors comme nous n'avons pas conquis de forteresse la plus proche, ben, automatiquement je vais rajouter un Nazgûl dans la forteresse principale, à savoir qu'ils peuvent, eux, ils peuvent se cumuler, hein, tout simplement, mais on ne cumulera pas les résultats, on verra tout à l'heure au niveau des attaques, c'est un bon exemple. Du coup, ben voilà, ça, j'ai exécuté ma première action, hop, je viens la poser là, je vais prendre un autre dé, ah, là, j'ai un symbole personnage, et dans l'ordre du gras, ben, je vais placer un personnage vers l'armée alliée qui est cantonnée dans une forteresse, une cité ou un objectif conquis, et pas plus d'un personnage par cité. Donc en l'occurrence ici, il est en train de se constituer une armée relativement mastoc. Donc du coup, mon personnage, je vais dire que c'est la bouche de Sauron. Alors je sais pas, elle est peut-être un petit peu trop éloignée, donc vous voyez, je l'ai dans les doigts, c'est... voilà, à cheval. Et je vais la mettre dans forteresse cité. Après c'est au choix. Hein, c'est pas... On va dire que je vais la mettre sur la cité qui est ici. Voilà, parce que là, je n'ai pas de personnage. Alors, volontairement, j'en ai mis 2. Comme ça, je ne suis pas bloqué au niveau des forteresses. En sachant que les personnages de Sauron, des armées des ombres, pourront se déplacer dans des armées alliées. Hein. Voilà, Saruman et les Aradrim, ce n'est pas un problème. Et j'ai donc exécuté ma deuxième action. Je vais relancer un dé. Et cette fois-ci, je fais une mobilisation. C'est-à-dire que je prends ma mobilisation et je regarde tirer une carte mobilisation. Ah bah tiens, ça nous ramène encore à une carte du deck que je vous mets à l'écran. Et il y a marqué, alors j'ai peut-être pas dû les mélanger, un Nazgûl dans une forteresse alliée dans cet ordre de priorité. La forteresse conquise la plus proche. Donc là j'ai inversé, mais je ne vais pas prendre cette carte pour l'exemple parce que j'ai pas dû les mélanger. Voilà. Je tombe sur une autre carte mobilisation qui me dit que recruter un personnage dans une possession alliée dans cet ordre de priorité. Possession conquise la plus proche. Bah, ça tombe bien, il n'y en a pas. Et dans la cité principale, eh ben, j'ai bien fait de mettre la bouche de Sauron sur la cité principale parce que ça ne s'applique pas. Et du coup, ben, je vais mettre le roi sorcier dans la forteresse principale. Donc nous avons maintenant nos deux personnages qui sont intégrés à une armée. Ça va très vite, ça grossit et il me reste un dé d'action. Je jette ce dé d'action et là j'ai un événement. Alors l'événement est un petit peu particulier parce que là, étant donné qu'on a au niveau des peuples libres des anneaux qui permettent de relancer un certain nombre de dés, eh ben là, sur l'événement, eh ben, il faut faire 2 actions d'armée. Ce qui veut dire que dans un premier temps, je vais tirer une carte mobilisation de nouveau. Et elle me dit, cette carte mobilisation, recruter 2 unités régulières dans 2 possessions différentes dans cet ordre de priorité. La possession
conquise la plus proche, il n'y en a pas. La cité principale et la forteresse principale. Quand je vous dis que Sauron est en train d'augmenter sa puissance de feu, donc dans la cité principale, je vais mettre 2 armées régulières. Voilà, et là, vous voyez, donc là au niveau de la place, ben, je fais comme je peux. Et c'est à ce moment-là que je peux convertir, mais on va le voir tout à l'heure. Et dans l'autre cité, je vais mettre quoi? Ben, 2 unités régulières. Parce que là, on change, vous voyez, de cité. Ce qui veut dire que ça augmente très vite. Et c'est là que je n'ai pas eu le cas de figure, mais je tenais à vous le dire. J'ai inventé la règle de constitution d'armée, c'est-à-dire qu'une armée de Sauron ne pourra s'activer que si elle arrive à partir de 4 points d'armée. Parce que je ne peux pas, admettons, envoyer une unité seule régulière au combat. Il faut que cette règle de constitution d'armée, ben, au bout de 4, ça part. Voilà. Parce qu'autrement, il y a un truc qui n'allait pas. Si chaque fois que je recrute une unité ou une élite dans une cité qui est vide, ben que je l'envoie directement au combat, c'est un peu débile. Donc, constitution d'armée à partir de 4 points. Et là, nous pouvons voir ici, hormis les Nazgûl, que nous avons 2, 4, 6 et 7 unités régulières. D'accord? Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, je convertis et je vais mettre 3 unités d'élite. Vous voyez comment on peut gagner de la place. Mais quand je ne peux plus convertir parce que j'ai pas assez d'unités, je laisse. Voilà. Hein. Vous voyez, donc là, c'est les trolls. Hop, les trolls d'élite de combat qu'on va positionner ici. Voilà, voilà. Et à partir de ce moment-là, vu que là aussi, nous avons 2, 4, unités d'élite, je vais... des unités d'élite, hein. Non, les unités d'élite, c'est pour la bière, pour les elfes. Donc du coup, vous voyez, là déjà, ça craint du boudin, quoi, parce qu'il y a du peuple. Hein. Les armées, là, sont constituées largement, puisque là, on a 2, 4, 6. Le roi sorcier, on ne compte pas. Les Nazgûl, on ne compte pas. Donc là, 6 points d'armée, 2, 4, 6... et un 7 points d'armée. Elles peuvent maintenant s'activer, mais elles s'activeront au prochain tour. Ce que je vous propose de faire, on va quand même continuer. Tiens, je ne vais pas vous laisser comme ça. Parce que là, on n'a pas vu le déplacement des armées de Sauron. Alors que là, on le voit. On l'a vu avec les elfes. Donc, du coup, admettons, je joue. Hein, je vais simuler. Je vais jouer mes peuples libres. Admettons que j'ai avancé ici. Petite règle, j'en précise au niveau des déplacements. Une armée n'a le droit de se déplacer au maximum 2 tuiles par tour de jeu. C'est pour ça que j'avais prévu ces petits pions, parce que là, je n'ai pas encore défini pour accélérer le jeu. Est-ce que je les fais déplacer que d'une par tour, de 2 ou de 3 sous condition. Donc là, admettons, elle s'est déplacée et j'ai la possibilité de la déplacer 2 fois. Hein, admettons qu'elle veut passer à côté de cette cité sans, pour cela, l'acquérir, enfin du moins au niveau de la diplomatie, mais on verra tout à l'heure. Eh ben, dans ce cas-là, le pion d'activation du premier mouvement va se transformer en pion jaune. Ça voudra dire que si une armée va se déplacer 2 fois, eh ben, elle va subir des malus de combat. Ce qui est normal, elle est fatiguée. Donc, une tuile, ok, tout va bien, je mets mon pion vert. 2 tuiles, là, ça commence à craindre un petit peu. C'est-à-dire que, en fonction du nombre d'unités, on calcule, quel que soit le nombre de points d'unités, s'il y en a 8, et qu'on tire un maximum de 5 dés au combat, comme dans les règles de base de la guerre de l'anneau, quel que soit, même si elle est au maximum et qu'on enlève un dé, au lieu d'avoir le maximum de ces dés, quel que soit le point, elle tombera automatiquement à moins 1 dé, c'est-à-dire elle tirera 4 dés de combat, ce qui est quand même impactant quand on veut se déplacer. Je suis en train de réfléchir, voir si je fais pareil pour les unités de Sauron. Est-ce que les Uruk-hai, les trolls et les machins comme ça, est-ce qu'ils sont fatigués? Je ne sais pas, on verra ça. Et possibilité
pourquoi pas de se déplacer de 3 cases, bien sûr à condition de tirer le symbole sur le dé, on est d'accord. Hein, mais dans ce cas-là, ben, je passerai du jaune au rouge, et là, elle ne peut plus rien faire. Hein. Alors là, c'est terminé, obligé de faire le campement. Je réfléchis, pourquoi pas lui faire sauter un tour, c'est-à-dire le tour d'après, elle ne pourra pas s'activer parce qu'il faut qu'elle soit vraiment impactée, cette unité. Donc là, elle s'est déplacée 3 fois, elle ne peut ni faire de jet de diplomatie, ni faire d'attaque, elle ne pourra que se défendre, et toujours avec le malus de moins 1 dé de combat. Donc vous voyez, je suis en train de peaufiner cette règle pour accélérer le jeu, mais ça sera des options. Donc voilà. En gros pour ça. Donc là, admettons, elle s'est déplacée. Admettons, puisqu'on y est, on va tenter un jet de diplomatie. D'accord? Comme ça, je vous montre l'exemple. Alors, ce qu'il y a de bête là-dedans, c'est que je n'ai pas sorti les dés. Les D6, c'est pas grave, je vais utiliser ceux-là. Donc, comment se passe la diplomatie? C'est tout simple. C'est une action politique. On va tenter de rallier la cité ou la forteresse neutre à sa cause. Et à partir de ce moment-là, on pourra recruter dedans. Vous voyez, comme ça, on sera en ligne de front de l'armée de Sauron. Et pour cela, nous avons un niveau de difficulté, c'est-à-dire elle aura 4 dés. On va les jeter simultanément et on va comparer les résultats. Et en fonction du résultat, admettons, je ne sais pas, je fais 4 ici, je fais 1 là, et puis l'adversaire, admettons, il est plus fort. On va voir, on fait des touches comme au combat sur 5+, et en fonction de ça, au fur et à mesure, on va diminuer la diplomatie, mais une action de diplomatie ne pourra se faire qu'une seule fois par tour, et il faudra déduire les touches, l'égalité de touches entre la négociation diplomatique, la cité neutre et nous. Enfin, vous voyez, cette règle est encore un petit peu nébuleuse, mais en gros, ça veut dire que là, il a 4 dés de défense. Donc, il prend ses 4 dés, il les jette, et si le score est beaucoup plus haut que l'autre, la diplomatie a échoué. Et stop pour ce tour. Et par contre, le tour d'après, il faudra renégocier. Par contre, si on fait des touches, par exemple, j'ai fait 2 touches contre lui, dans ce cas-là, il commence à craquer diplomatiquement, il tombera à 2. Et on n'aura plus que 2 touches. Mais vous voyez qu'une action par tour de diplomatie, ça perd du temps. Vous savez ce que c'est que la politique, on perd beaucoup de temps pour des résultats, ma foi. Par contre, Sauron, il va pas s'emmerder, lui. Lui, il fait pas de politique. Vous l'aurez compris, qu'il vient, il y a 4 dés de défense, considérés comme une garnison, et il va l'attaquer. Voilà, tout simplement. Mais on va voir les règles tout à l'heure de Forteresse. On repasse sur Sauron, qui va jouer son 2e tour de jeu. Donc, ah non, s'il jette un dé, pardon. Alors là, il a placé un personnage vers l'armée alliée. Non, je ne peux pas avec ce symbole d'épée. Déplacer un personnage ou un Nazgûl vers l'armée alliée la plus proche et qui est au combat. Ça ne s'applique pas. Déplacer un personnage ou un Nazgûl vers l'armée alliée la plus proche qui se dirige vers un ennemi. Donc vous voyez déjà là, il faut que je rajoute dans le tableau déplacer un personnage ou un Nazgûl avec l'armée dans laquelle il est intégré. Voilà. Donc vous voyez, c'est en testant. Donc admettons, ça je le modifierai. Il va se déplacer de 1. On va prendre, admettons, lui, il va se déplacer de 1. Voilà. Tout simplement, avec toute son armée. Alors là, c'est un peu le Bronx, hein, vous voyez. Donc voilà, avec les Nazgûl. Ok. Admettons que je refasse une épée. Dans ce cas-là, je choisirai de déplacer un Nazgûl vers l'armée la plus proche, qui est là-dedans, et qui correspond à cette tuile-là. D'accord? Je jette un dé et je tombe sur mobilisation d'armée. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Et par exemple, je tombe sur armée. Armée qui est une bannière. On est d'accord? Je tombe là. Donc là, ces actions, je les ai faites ici. Voilà. Hop. Je tombe sur la bannière. Et la bannière me stipule, qui correspond à armée, attaquer une région adjacente avec une armée. Il n'y a pas de région adjacente.
Déplacer d'un hexagone jusqu'à 2 armées en direction d'une cité forteresse objectif neutre ou toute autre cité forteresse armée ennemie le plus proche. D'accord? Donc là, eh ben, on va exécuter tout ça. Ben, il y a 2 armées. Voyez, cette armée-là va se déplacer ici. Voilà. Mais je pense que vous comprendrez mieux. Je suis désolé, je ne suis pas clair, parce que c'est au stade de l'arvers, les règles, donc forcément. Après, il y a une histoire de bon sens, hein, quand on jette les trucs. Donc là, cette armée s'est déplacée. Alors pourquoi elle s'est déplacée là? Je ne sais pas. Ah ben oui, parce qu'elle fait partie de cette cité. Son objectif à elle va peut-être soit de conquérir ici, mais il y a elle, soit d'aller occuper ça pour en faire une forteresse. Et cette armée-là, je ne sais pas si j'ai déplacé, ben, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais au niveau du concept, vous aurez compris qu'il y a des choix et qu'à un moment donné, il faut faire preuve de bon sens. On ne peut pas diriger des armées comme ça, alors qu'on va dire que celui-là est plus proche de cet objectif-là et celui-là va venir ici. Voilà. Ou là. Vous voyez, il est à égale distance. Voilà, ça dépend ce qu'il veut faire. Ou alors, il y a une forteresse à capturer ici. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ce que je vous propose, alors je suis désolé si c'est un peu long, mais les wargames, c'est jamais très très court. Surtout quand on fait une amélioration. On va passer aux règles de combat. Alors, avant de passer aux règles de combat, juste une petite précision au niveau des figurines. Alors là, je vous ai mis une unité régulière, une élite, un personnage, un Nazgûl. Alors ça, c'est typiquement à Sauron, mais au niveau des autres armées, c'est pareil. Régulière, élite, personnage et capitaine. C'est un petit peu la différence qu'on va voir. Donc à savoir qu'en matière de combat, une unité va rapporter un certain nombre de dés avec un maximum de 5, quel que soit le nombre de figurines et de points dans l'armée constituée. À savoir qu'une unité régulière rapporte 1 point, 1 dé pardon, de combat. Une unité d'élite rapporte 2 dés de combat. À savoir que les personnages rajoutent 1 dé de combat, avec un maximum, si on a 2 personnages dans la même armée, ben, ça ne rapportera qu'1 dé de combat, quel que soit le nombre de personnages. Et pour les Nazgûl, c'est pareil. Donc en gros, ici, nous avons une capacité de 5 dés de combat, à savoir que les personnages et Nazgûl peuvent faire des relances. Et ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire tout jet échoué, c'est-à-dire en gros, on va toucher à minima sur 5+, 6 pour les forteresses, mais on verra tout à l'heure. Et s'il y a un certain nombre de dés, admettons, il y a 2 touches ici, mon personnage et mon Nazgûl sont présents, et quel que soit le nombre, on aura droit à une relance par type de figurine. Donc là, le roi sorcier va permettre une relance et le Nazgûl une relance. Donc vous voyez que chaque personnage ajoute plus 1 dé d'attaque et a droit à une relance sur des dés échoués. En l'occurrence ici, bah, on relance les dés. Vous voyez qu'on passe de 3 touches à 4 sur l'armée qui est attaquée. Donc voilà, en gros, ça c'est la petite précision et c'est important de le savoir parce que avant de combattre, eh ben, il va falloir calculer le nombre de dés en fonction des figurines que l'on possède. Je rappelle, une unité régulière, 1 dé, une unité d'élite, 2 dés, un personnage, 1 dé de combat et une relance, et un Nazgûl, 1 dé de combat et une relance. Alors, je suis en train de réfléchir, parce que dans les règles de base, notamment pour l'armée de Saruman, me semble-t-il, je vais vérifier, ouais, les unités d'élite sont considérées comme des capitaines et des unités d'armée. Donc c'est pour ça que ouais, c'était, comment dirais-je, un petit peu compliqué d'intégrer la notion de mouvement avec des capitaines seulement, parce que c'est la règle. On ne peut bouger une unité ou la faire combattre que s'il y a un capitaine, hein, de mémoire. Donc c'est pour ça que là,
je me dis, c'est les personnages et les Nazgûl qui vont faire office de capitaine, tout simplement, qu'ils octroient ce bonus de combat et ses relances. Maintenant, on va passer à un exemple de combat entre deux unités ennemies. Alors, avant de vous expliquer on va faire un exemple de combat, je me suis aperçu que j'ai fait une erreur sur le tableau parce qu'à aucun moment je ne vois le symbole bannière sur le dé. Le seul moment où je le vois, c'est quand il est en double avec le casque, alors que c'est le symbole bannière qui va permettre l'activation de l'attaque d'une armée. Donc je vais rectifier le tableau, ça n'a pas d'impact sur vous parce que il n'y a aucun fichier à télécharger pour le moment, mais je considère que ce dé, c'est le dé qui va permettre de faire attaquer l'armée. Là, c'est important de le savoir. Alors, quand c'est à notre tour de jouer, plus particulièrement le joueur, si on tombe sur ce symbole-là, on va pouvoir faire attaquer une armée. D'accord? Ça, c'est le casque. Et il est où mon double? Parce qu'il n'y en a qu'un, en fait. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Voilà. Hop, il est ici. Décidément, je suis maladroit. Allez, on va le mettre dans la forêt. Voilà, donc là, à partir du moment où je jette mes dés et que je sélectionne ce symbole, je peux faire attaquer une armée. Et comment on fait pour faire attaquer une armée? C'est simple, comme on l'a vu tout à l'heure. On va calculer le nombre de dés que vont nous permettre de faire attaquer les unités. Le capitaine n'octroie jamais de bonus supplémentaire d'attaque, c'est-à-dire il ne va pas rajouter un dé. Lui, il est spécialisé dans la relance des dés échoués. Nous avons une unité normale, régulière ici, une unité d'élite là, ce qui fait 3, et nous avons Legolas, voilà, qui va octroyer un dé supplémentaire de combat. Et là, on est à 4 dés. À savoir que si Gimli se joignait au combat, on n'aurait pas augmenté un dé supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas cumuler le nombre de personnages dans l'armée. Non, on prend qu'un personnage, qu'un bonus de personnage par armée constituée. Du coup, c'est très simple. Au niveau des G2D, on doit toujours faire 5+. Voilà. Et quel que soit l'environnement dans lequel on est, hormis les cités et les forteresses, mais on verra plus tard, on doit faire du 5+. Sur Sauron. Voilà, allez hop, tac, on va jeter les dés. Et là, je fais quoi? Je fais un 6, ok, je fais une touche. Par contre, j'ai mon capitaine, me permet de faire une relance échouée. Je vais relancer. Et je fais 6, c'est parfait. 5 ou 6, c'est touché. Et à partir de ce moment-là, je vais éliminer ce que je veux. Alors, il est clair que là, j'ai une unité d'élite. Elle fait 2 points, 2 touches, je l'enlève du jeu. Il reste ça en jeu. Donc, bon, et là, on ne va pas continuer le combat. Il faut bien sûr avoir l'action de combat pour continuer le combat. Tout simplement. Et admettons, au tour d'après, c'est à Sauron. Et lui, Sauron, par contre, il a la bannière qui est ici. Il a le symbole bannière qui est là. Lui va pouvoir attaquer. Et il va regarder le nombre de dés qu'il a besoin. Peu importe le nombre de personnages ou de Nazgûl présents, ça ne va pas octroyer des bonus supplémentaires. C'est-à-dire que là, j'ai un Nazgûl, j'ai un personnage, ça fait 2 dés, on va prendre les rouges, ça va être mieux. Et j'ai une unité normale, j'ai 3 dés là. Et si j'avais eu un Nazgûl ou un personnage supplémentaire, ça ne rajoutait pas des dés. Voilà. Et pareil, on jette. Et on doit faire 5 ou plus. Là, en l'occurrence ici, j'ai pas fait de touche. Donc forcément, comme le Nazgûl est considéré comme un capitaine, il va faire des relances. Voilà, il va relancer. Et là, il s'est viandé. Donc du coup, pendant ce tour-là, il n'aura pas, on va dire, la possibilité du moins pour ce round, il n'y a pas riposte ou attaque ou simultanéité des combats. Non, il faut automatiquement que quand on jette les dés de Sauron, on retombe sur une bannière pour réattaquer, toujours avec 3 dés. Et là, on fait une touche, on fait une relance parce qu'il y a le Nazgûl, on jette le dé, ça ne fait pas de relance. Hop, il y a une perte ici. Alors, je ne sais pas s'il y avait une perte tout à l'heure, hein, c'est pas grave, vous l'aurez compris qu'on enlève
la figurine. Et voilà, jusqu'à ce que, le Sauron finisse son tour. Et après, au tour d'après, on continue la bataille comme ça. Alors après, peuvent se joindre d'autres unités qui viennent en renfort. Admettons une unité de nains qui vient ici. Dans ce cas-là, on va quand même relativement séparer les combats. On va jeter d'abord les nains. On va jeter après les elfes, si toutefois on a bien sûr les dés d'action adéquates. À savoir qu'à partir du moment où une unité, enfin une armée est entièrement détruite et qui contient un personnage, comme là le roi sorcier, eh ben, ce personnage sera définitivement sorti du jeu. Seuls les Nazgûl peuvent revenir et les capitaines, mais par contre les unités, les personnages comme Legolas, Gimli et tout le reste, s'ils sont détruits en cours de combat, ils sont, on va dire, ils sont éjectés. Et c'est là où je réfléchis à une règle, c'est qu'à un moment donné, pour les sauver, est-ce qu'ils ne vont pas se détacher de l'armée à condition qu'il n'y ait pas, quelque part, l'obligation d'exécuter l'action de combat. Je réfléchis à ça, parce qu'il faut qu'il y ait aussi un échappatoire, alors qu'eux combattront jusqu'à la mort, tout simplement. Voilà, j'espère que j'oublie rien, j'espère que c'est clair, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident de tout penser, mais comme je vous dis, c'est au stade embryonnaire, donc on ne va pas s'embêter. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est justement de regarder les règles de siège, de forteresse et d'attaque de cité. Allez, on va attaquer la règle des sièges concernant les cités et forteresses. Alors à savoir que j'ai planché là-dessus parce que en imaginant le jeu, je me suis dit, mais il se peut à un moment donné que les cités neutres, ou les forteresses neutres, voire les forteresses de Sauron et les forteresses des peuples libres, soient vides. Et on ne laisse jamais une forteresse ou une cité vide. Il y a toujours une garnison. Et comment je l'ai matérialisé? Tout simplement, je me suis dit, une cité vide ou neutre aura une base de 4 dés d'attaque et de défense. Une forteresse, qu'elle soit vide, qu'elle soit neutre, qu'elle soit alliée, qu'elle soit Sauron, aura toujours, si elle est vide, une garnison de 5 dés. Voilà, c'est la seule façon qui me tarabustait un petit peu au niveau de ces règles. À savoir qu'on ne pourra pas recruter quand il y a un siège sur la forteresse, ce qui est normal. Donc là, je reprends les règles de base du jeu. Petite particularité aussi, c'est qu'au premier round de combat, donc on va voir comment ça se joue, au premier round de combat, les ennemis devront toucher sur 6, sur une cité. Et le reste des rounds de combat, ils pourront toucher sur 5. Voilà. Qui est les règles aussi de base du jeu. Par contre, pour les forteresses, si on la voit bien ici, ouais, là on la voit ici parce que j'ai une unité d'elfes. Alors je vais peut-être un petit peu reculer, vous voyez mieux, voilà. À 5 dés d'attaque et sera soumis bien sûr à des règles de combat simultanées. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour régler le problème. Et la forteresse, en permanence, aura une défense de 6. C'est-à-dire que les ennemis ne pourront toucher que sur des 6 pendant tout le round, les rounds de combat. Et ça jusqu'à ce que un des deux, on va dire, belligérants, ils perdent, tout simplement. À savoir que bien sûr, ça se décidera toujours avec les dés d'action. Admettons, je vais prendre l'exemple, là, on va jouer. Sauron décide d'attaquer cette cité, parce qu'il a le dé d'action de la bannière. Donc, il peut attaquer une cité adjacente. Petit oubli que j'ai pas précisé dans le combat, là, je reviens un peu en arrière, désolé, c'est que quand on gagne un combat que l'armée est totalement détruite, on a un bonus d'avancement, ce que j'appellerais la consolidation. C'est-à-dire on consolide notre gain par un mouvement gratuit d'une tuile. Et là, si je veux posséder cette cité, je devrais la détruire et je bénéficierai à l'issue d'une tuile de déplacement pour la conquérir et poser ma bannière. Voilà. Donc là, c'est la seule façon qui va permettre de rendre beaucoup plus fluide le jeu et moins complexe. Alors,
Un combat va se situer comment sur cet exemple ici, au niveau de la cité? Bah, on va compter les dés, c'est à Sauron de jouer, il a fait une bannière, il a le droit d'attaquer. Donc 2 unités d'élite, bah, c'est 2 dés, d'accord? Un personnage, le roi sorcier, et un Nazgûl, bah, c'est 2 dés, sauf que là, on atteint le maximum de 5. Face à 4 dés, d'accord? C'est un combat simultané, ça va s'infliger des pertes mutuellement. Donc du coup, eh ben, on va en simultané jeter les dés et on va faire le calcul, à savoir que Sauron devra faire des 6 dans un premier round de combat pour toucher. Donc là, il fait des 6, voyez. Et là, par contre, au niveau de la cité se défend avec des 5+. Voilà. Donc vous remarquerez qu'on ne va pas compter cela. Donc on va retirer les pertes. Ici, il y a 2 pertes, il y a une unité d'élite qui dégage. Par contre, ici, il y a 2 pertes sur la cité, ben, on tombe à 2. Voilà. Et là, le combat est résolu. Maintenant, c'est toujours au tour de Sauron, il fait de nouveau une bannière. Cette fois-ci, par contre, on va recalculer les dés. Et là, on a une unité d'élite, un personnage, un Nazgûl, ça nous fait 4 dés. D'accord? Par contre, la cité, elle, n'aura que 2 dés en défense. Et on va continuer le combat pour mener l'exemple jusqu'au bout. Bah là, il n'y a personne qui touche. Voilà. Admettons un autre dé. On va continuer. On va dire que là, il y a 2 touches. Là, il y a une touche. Donc, ce qui veut dire que là, il y a une perte. Donc là, on perd l'unité d'élite et on va la remplacer par, alors excusez-moi, les figurines sont loin, par une unité simple, vu qu'il y a une seule touche d'effectuer par la forteresse. Quant à moi, ben, j'ai fait un 6 et j'ai fait un 5. Parce qu'on a dit que le premier round de combat, c'était 6 pour toucher au niveau de la cité, et ensuite 5. Et là, ben, j'explose la cité, je consolide ma position, voilà, tout simplement. Et je mets la petite bannière qui va bien parce que cette cité, à un moment donné, je vais sûrement la quitter pour aller voilà, cibler un autre objectif. Et à ce moment-là, si je quitte ma cité, ben, je passe automatiquement à 5 au niveau de la garnison. 4, pardon, pour la cité. Vous voyez, c'est la seule façon qui m'a permis de trouver voilà, cette solution qui me paraît tout à fait acceptable. Maintenant, c'est à tester. Et par contre, comme je le disais, si toutefois on avait une cité ici, alors j'ai oublié les relances, hein, et les relances sont cumulables, hein, tout à l'heure, j'ai oublié une relance par personnage et Nazgûl. Donc là, ça aurait fait 2 dés, mais pas plus si j'aurais un autre personnage ici, si j'avais, pardon, un autre personnage ici. Et pareil pour les figurines, hein, donc là, on va calculer aussi. Donc il y a, si l'armée attaque de Sauron, bah, 2 dés, 3 dés, voilà. Là, par contre, on prend le calcul réel des figurines sur la cité et sur les forteresses. Alors, j'espère que c'est clair, parce que je me suis embrouillé un peu le cerveau, là. Donc, du coup, voilà, ça va permettre de régler ces problèmes de cité vide. Et pareil, si c'est l'inverse, là, nous avons une cité qui appartient à Sauron. Alors, automatiquement, il aura marqué des points de victoire. Et là, pour reprendre la cité, pareil, on remet le niveau 4 et cette armée sera chargée d'aller ramasser cette cité, quoi, puis de faire sauter la bannière et de récupérer un point de victoire. Voilà, tout simplement. Donc là, j'espère que ça sera clair pour vous, parce que là je le fais de tête, j'ai plus de batterie sur ma tablette, j'avais pas les règles du jeu sous les yeux. Qu'est-ce que j'oublie pour les combats de siège? Je pense que c'est tout. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je crois qu'on a fait le tour. Juste de mémoire pour vous rappeler comment on calcule les points de victoire. Les points de victoire, j'ai vu au cours de ma lecture des règles, les points de victoire seront instantanés.
c'est-à-dire on ne va pas calculer à la fin du tour combien il y a de bannières, parce qu'en fait, comme elles ont déjà été comptabilisées, ça va être un peu idiot. Donc du coup, quand Sauron a capturé cette cité et il pose sa bannière, boum, on répercute les points de victoire directement. Voilà, et il n'y aura pas de fin de tour en calculant les points de victoire. Ça peut être un peu compliqué. Donc je rappelle, pour les forteresses, 3 points de victoire. Pour les cités, 2 points de victoire. Pour les sanctuaires sacrés, ou peu importe comment on l'appelle pour Sauron, ben, ça sera 1 point de victoire. Et je rajouterai que par personnage tué, ça sera 1 point de victoire. C'est-à-dire que ça soit le roi sorcier ou la bouche de Sauron, comme Gimli, Legolas, etc., ben, ça sera 1 point de victoire. Et je rajouterai qu'au niveau des personnages, je viens d'y penser, un personnage ne pourra quitter une armée pour se déplacer tout seul que s'il n'est pas en combat. À partir du moment où un personnage est en combat, il ne pourra plus se déplacer pour se sauver. Donc c'est un petit peu ce que je réfléchissais par rapport à la prise précédente. C'est-à-dire que s'il gagne le combat, à partir de ce moment-là, si on a le dé avec le symbole épée, il pourra se déplacer. Voilà, tout simplement. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Désolé, c'est un peu long. Le mieux, c'est que on se retrouve très bientôt pour la vidéo de partie crash test. Et à ce moment-là, je vais retravailler entre-temps les règles. Et puis là, on va voir comment c'est fluide. Hein, parce que le mieux, c'est de jouer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Dès que j'aurai mis au point certaines petites choses. Allez, ciao!